Le 10 juillet 1992, la toute jeune Chambre syndicale des ouvriers portuaires mensuels signe avec le patronat un accord conforme à la loi Le Drian qui institue la mensualisation des manutentionnaires des ports et docks. Cette réforme, qui aura vu le jour dans la douleur, permettra aux ports français, et notamment Dunkerque, de renouer avec la compétitivité internationale. Mais c'est en retournant dans l'histoire du port et de ses dockers, histoire de combat et de lutte, que l'on peut saisir l'importance et les enjeux de cette réforme qui sera le signal de la renaissance du port de Dunkerque. C'était encore un petit peu comme du temps des Romains, tout à bras. Les sacs, les matériaux et tout, c'était tout avec nos mains. Bien sûr, on avait des grues, mais les grues, c'était seulement pour soulever les palanquets. Autrement, c'était vraiment un métier de bagnard. Porter des sacs de 100 kilos, par exemple, pendant 10 heures, et grimper avec encore en plus, c'était vraiment un métier très, très fatigant. Et puis aussi très, très dangereux. On avait jusque 9 tués par an. Au fur et à mesure du temps, des patrons, ils achetaient des Clark, enfin des élévateurs, des choses comme ça. On avait un peu peur, d'ailleurs, du modernisme, de peur que ça nous prend des bras. Mais en réalité, c'était le progrès qui arrivait et qu'on ne pouvait pas faire autrement, et qui a sauvé quand même beaucoup de vies humaines. On était un peu en contradiction avec nous-mêmes. On n'aimait pas beaucoup voir arriver des gros engins, mais par contre, en même temps, on ne demandait pas mieux pour la fatigue. Autrement, bien peu partaient en retraite, hein. Très très peu. Maintenant, il n'y a quasiment plus de sacs. On a un peu de nostalgie, mais c'est sans regret quand même, parce que maintenant, c'est presque tout par conteneur, les marchandises. Et les conteneurs, personne n'y croyait, hein, ces grandes boîtes-là. Et pourtant, maintenant, tout est transporté, presque tout est transporté par conteneur. À l'époque, le statut des dockers est régi par la loi de 1947 qui fait d'eux des travailleurs intermittents. Chaque jour, les dockers se présentent au bureau central de la main-d'œuvre, munis de leur carte G, à jour de leur cotisation syndicale, sans certitude d'être employés. Le taux de chômage peut atteindre 30 à 45% durant les années 70-80. On devait faire les comptes tous les jours. On travaillait par exemple 1 heure dans telle marchandise, c'était pas pareil que l'autre marchandise, c'était pas payé pareil. Alors donc il y avait tous des comptes à faire, donc je faisais des comptes pour les copains, pour les autres bateaux même. Et donc j'ai vite compris qu'il fallait se défendre parce que les patrons c'était pas toujours des gens très sérieux pour respecter nos accords, quoi. J'ai eu encore jusque 32 conflits de bateaux dans la même journée. Alors si le patron ne voulait pas, c'était simple, stop. Avec la Chambre syndicale des ouvriers du port, nos rapports sont bons. Évidemment, il y a des coups de gueule de temps en temps, mais les coups de gueule sont nécessaires entre gens qui, je dirais pas s'aiment, mais au moins s'estiment. Et je suis le premier à reconnaître que les dockers de Dunkerque, sont des bons travailleurs, mais sont des bons travailleurs qui ont la tête dure. On était obligés, parce que les patrons, quand un bateau y arrivait, ils essayaient d'avoir la marchandise pour eux. Et malheureusement, pour ça, ils baissaient les prix. Ils baissaient les prix sur notre dos à nous. Alors là, on se laissait pas faire, hein. Et je suis rentré dans le syndicat comme ça, un petit peu à la fois, quoi, au fur et à mesure, et j'ai été un peu poussé par les copains aussi, hein. Je dis bien notre port, car c'est vous, les plus anciens, ce sont vos pères, vos grands-pères, et tous les autres qui sont morts pour le port de Dunkerque, qui ont vécu dans la misère pour le port de Dunkerque. J'avais une vision en disant que demain, ça sera tout des engins qui vont travailler à notre place. Donc il faut posséder ces engins pour dire de rester docker. Mais la Fédération des ports et docks et mes collègues ne comprenaient pas comme ça.
il disait que c'était pas des dockers qui devaient conduire des engins, que c'était pas notre métier. Pendant toute ma vie, j'ai dû lutter contre cette idée syndicale que le docker n'était qu'un porte-sac. Toute ma vie, j'ai dû lutter pour essayer de prendre toutes les familles portuaires comme dockers ou comme spécialistes dockers. Et ça, lutter contre ses propres camarades, c'est pas toujours facile. Surtout que c'était mal compris même au niveau national. Face à la concurrence étrangère, les ports français ont pris du retard. Selon le patronat et l'État, plusieurs causes se conjuguent. La modernisation de l'outil de travail est en retard. Les sureffectifs de dockers et le système d'embauche issu de la loi de 1947 pèsent sur les coûts de la main-d'œuvre, et la division du travail, les employeurs multiples, les statuts et conventions diverses nuisent à la fiabilité des ports. Jean-Yves Le Drian, secrétaire d'État à la mer, entame les négociations en 1991. Charles Josselin, qui lui succède, sera chargé de la mise en application de la loi votée au Parlement en 1992. Cette loi comprend 3 volets. Réforme du domaine public maritime, réorganisation des modes de transport autour des ports, et surtout, réforme de la manutention portuaire qui comprend la suppression d'un tiers des effectifs et la mensualisation des dockers. Chaque port devra négocier des accords entre les dockers et le patronat avant le 15 juillet 1992 pour bénéficier des aides de l'État qui financent le plan social. À Dunkerque, l'accord prévoit que sur un effectif initial de 991 dockers, 550 seront mensualisés, 200 bénéficieront de la retraite à 50 ans, les 150 restants pourront choisir entre eux le départ volontaire avec prime et congé de reconversion ou rester intermittents. La perte du contrôle de l'embauche pour la CGT et la diminution d'un tiers des effectifs sont un véritable séisme dans le paysage social des dockers. La CGT refuse toute négociation. Il faut se souvenir que l'été fut terrible. Ne fut pas très facile ici, parce que vous le savez bien, dans le milieu docker, il y en avait qui étaient partisans de l'évolution avec Bernard Gouvard, avec ses amis. Il y en avait d'autres qui étaient farouchement opposés. Et quand je dis farouchement, à Dunkerque, on sait ce que ça veut dire. Hein. La tête de Bernard Gouvard et la mienne ont été mises à prix à ce moment-là. Moi, je me souviens que se balader dans Dunkerque n'était pas exempt de quelques risques, parce que vraiment, c'était un climat très tendu. Il y a 6 ou 7 voitures d'ouvriers dockers qu'ils avaient parfaitement identifiées comme étant des voitures d'ouvriers dockers qui ont été massacrées à coups de barres de fer, pare-brise cassées, glaces brisées, pneus crevés. J'ai discuté avec un collègue samedi dans un magasin. Lui est prêt à signer aussi, mais il a peur. Il a peur qu'il va casser sa maison et il perd sa façade. Le 18 juin 1992, à 17h10, j'étais viré du syndicat. Alors qui j'étais moi? J'étais représentant tous les spécialistes, tous les permanents. Et le syndicat a décidé de nous virer parce qu'il refusait la négociation. Donc nous, ça a été irréversible dans la mesure que non seulement on a été viré, mais en plus le lendemain, il a cassé la figure des syndiqués au bureau d'embauche, ce qui est surréaliste pour l'unité syndicale. Et donc, quelques jours plus tard, nous avons créé notre syndicat qui s'appelait d'ailleurs CSOPM, et non pas CSOPMI, CSOPM, parce qu'on pensait que nous, on allait s'occuper des mensuels et que les autres se seraient occupés parce qu'ils tenaient à l'intermittence. Et quand on a vu au mois d'août qu'en fait, ils ne s'occupaient de rien du tout, qu'à part la grève, ils refusaient de négocier, on a rajouté un I pour intermittent. 13h45, à 2 pas de la direction du port autonome de Dunkerque, 2 bus embarquent leurs passagers. Affrétés par la coordination portuaire, ce sont les supporters des dockers mensualisés qui tiennent meeting dans leur fief de Capelle-la-Grande. Nous sommes comme eux des salariés du port. Nous souhaitons que ce port redémarre comme eux, tout au moins pour les dockers mensualisés. Et c'est à ce titre aujourd'hui que nous nous réunissons en groupe pour bien faire comprendre aux gens que la majorité des Dunkerquois, salariés du port, est avec les mensualisés et ne se laissera pas faire par une bande d'irréductibles qui sème la terreur dans les rues. Nous ne sommes pas au Liban ni en Yougoslavie ici. On ne va pas exposer des gens dans une atmosphère de violence permanente. Les gens dont c'est la mission d'embaucher des dockers le feront normalement. Mise au point nécessaire au port autonome. Après les mesures d'exclusion décidées hier, la CGT a bloqué l'embauche cet après-midi au BCMO. Ce nouvel incident n'a fait que renforcer les dockers dissidents dans leurs convictions. Des dissidents qui dénoncent du même coup le diktat exercé sur le port par le leader de la CGT. Sylvain Ravetta est un professionnel dans le genre. Moi-même, j'ai eu des menaces physiques. On est venu avec des haches casser mon bureau au hall d'embauche.
pour m'empêcher de dire ce que je pensais à l'Assemblée générale. J'ai toujours dit ce que je pensais à l'Assemblée générale. On est entièrement solidaire, on est contre les licenciements de dockers, mais on est aussi pour négocier et faire des accords que l'on tient sur la fiabilité du port de Dunkerque. Chef de manutention contre maître conducteur d'engin, en fait, c'est la maîtrise qui a provoqué cette scission. Plus de 200 permanents rejoints depuis par autant d'intermittents. Près de 40% des dockers de Dunkerque ont donc choisi leur camp, la CGT, mais sans Sylvain Ravetta. Une situation qui va accélérer le processus de négociation. Au port autonome, on se prépare à prendre en compte une nouvelle représentativité du personnel. Anticipant sur la mise en application du nouveau statut, les dockers dissidents ont déjà créé leur propre syndicat d'entreprise. Cette fois, la rupture est bel et bien consommée. Sylvain Ravetta en est réduit à tenter de resserrer les rangs autour de lui, des rangs de plus en plus clairsemés. Dès 92, les représentants de la CSO-PMI rencontrent les dockers de Saint-Nazaire qui, eux aussi, avaient opté pour la négociation. Depuis le début, on se sent solidaire de ceux qui, à Dunkerque, ont le courage de s'opposer à des comportements qui n'ont rien à voir avec la démocratie et qui portent et qui sont couvertes par toute la CGT, ce qui, à mon avis, la déshonore. Les dockers de Saint-Nazaire avaient été les premiers à claquer la porte de la fédération après avoir été chahutés lors d'une réunion à Montreuil au début de l'année. Cette fois, les sécessionnistes de Dunkerque leur ont emboîté le pas. Ceux-ci refusent les méthodes brutales des orthodoxes de la CGT. Ils viennent de créer leur propre syndicat qui regroupe 400 adhérents, celui des ouvriers des ports mensuels et intermittents. On vient discuter avec l'Anésarien pour voir les Saint-Nazériens, pour voir comment on peut faire pour la CGT, enrichir la CGT à Nabza aujourd'hui par rapport à des blocages qu'on ne comprend pas bien. Et je crois que notre démarche va faire avancer les choses. Vous pensez que la CGT des ports et docks n'est pas dans le coup? Quelques personnes, pas la CGT, non, nous on est de la CGT. Quelques personnes n'ont pas bien mesuré l'importance de la situation nouvelle d'aujourd'hui, les redistributions internationales économiques que l'on vit aujourd'hui, et on est dépendant de cette économie internationale. En fait, c'est deux clans qui s'affrontent. L'un réformiste, acceptant la mensualisation des dockers pour sauver les ports français. L'autre jusqu'au boutiste, refusant d'abandonner le statut de 1947 et prêt à causer 3,5 millions de francs de dégâts, comme à Dunkerque. Dans la réforme de 92, à défaut d'être entendu par la Fédération des ports et docks, à qui nous ne faisions que demander de négocier pour être les co-auteurs de la loi et de ne pas laisser cette loi être écrite exclusivement par les parlementaires et les politiques, nous n'avons pas été entendus. Donc nous avons ici pris une position tout à fait originale, puisque nous avons mensualisé les dockers dans une méga structure commerciale qui s'appelle Atlantic Service Maritime, et dans laquelle les dockers détiennent 58% du capital et les sociétés de manutention portuaire détiennent 42% du capital. Cette société est une société de main-d'œuvre qui donne satisfaction aux entreprises de manutention depuis 10 ans et qui donne satisfaction aux dockers, mais qui n'est pas facile à gérer, j'en conviens. Les dockers de France ont ressenti la réforme comme une attaque organisée contre l'unité syndicale des dockers français. Et on s'aperçoit, 10 ans après, c'est d'autant plus facile d'en parler, que ce n'était pas du tout le problème du syndicat des dockers, c'était le problème d'une refonte complète de la vision des ports. Les patrons comme nous, les gens des entreprises, on était persuadés qu'il fallait faire quelque chose pour sauver le port. Tout était à réinventer dans les relations port autonome, entreprises, salariés. La CSO-PMI crée des accords particuliers pour la zone logistique qui permettent aux opérateurs de s'installer. Les logisticiens disposent de leur propre personnel et de la place nécessaire pour les accueillir bord à quai, ce qui est une véritable révolution en France. Grâce à l'action menée par Bernard Gouvard et quelques syndicalistes, s'est mis en place l'opérateur unique, qui je crois est un élément essentiel stratégique pour l'avenir, c'est-à-dire la capacité dans des structures privées de faire travailler ensemble non seulement les dockers, mais aussi les agents des ports autonomes. On a vu qu'à elle seule, la réforme de la manutention n'aurait pas pu suivre. Il fallait aussi que les modalités de gestion du port lui-même évoluent, s'adaptent et envisagent l'avenir. Et là, on doit beaucoup à Bruno Vergobi, à l'actuel directeur général du port, au conseil d'administration. Il faut savoir qu'on a fait la révolution aussi dans la gestion du port, quand on a concédé
des parties de quai à un opérateur crédible sur le plan économique et financier, quand celui-ci a pu investir, quand on a vu des mutations de personnel pour que sur le même quai, les gens travaillent dans les mêmes directives, sur la même inspiration, je crois qu'on a fait là une autre partie de la révolution portuaire ou de la rénovation portuaire. On a deux exemples à Dunkerque. Il y a le Seabulk, qui est la société qui s'occupe des wracks à Dunkerque. On a fusionné les personnels port autonome et docker, et le terminal conteneur surtout, où on a fait la même chose. Et ça se passe bien. Le fait d'avoir regroupé tous ces personnels au sein d'une même entreprise, dont d'ailleurs le port autonome est un actionnaire aux côtés de partenaires privés, permet de garantir un bon niveau de service à nos clients. Le port de Dunkerque est un port qui, depuis 10 ans, n'a pas une seule grève. Et donc, les armateurs qui ont eu un besoin de rentabilité évident ont tendance à venir dans les ports où ils sont sûrs de travailler avec la meilleure rentabilité possible, ce qui est le cas du port de Dunkerque, raison pour laquelle nous multiplions nos escales à Dunkerque. Et j'annonçais d'ailleurs aujourd'hui l'arrivée de notre ligne Ro-Ro, mais avec un navire supplémentaire. Durant la dernière décennie, Dunkerque est reparti à la conquête des marchés. Certaines activités se voient renforcées, comme le sucre au TTS ou les tubes pour pipeline. De nouvelles lignes régulières se créent vers l'Afrique, la Suède et le Canada. Les services feeders se développent. Les records se succèdent. En 1999, Dunkerque devient le premier port bananier. Fin 2000, Dunkerque atteint un record historique en dépassant les 45 millions de tonnes de fret. Tout ceci permet l'embauche d'une centaine de jeunes durant ces dernières années. Mais la technicité et la polyvalence font qu'aujourd'hui la formation devient un enjeu capital. Aujourd'hui, avec la productivité, les dockers doivent être aptes à tout faire. Avec la fusion des personnels, un docker peut aussi bien conduire un engin, commander une équipe, que conduire un portique ou conduire une grue. Et ça veut dire qu'il faut qu'on ait des ambitions dans la formation lourdes. Jusqu'aujourd'hui, ça fonctionne, quoique avec le plan amiante qui vient de toucher aussi les gens du port autonome, donc les grutiers et les portiqueurs, cette année et l'année prochaine, on va devoir mettre un plan ambitieux en place. Et c'est pour ça qu'on a sollicité le gouvernement et les collectivités régionales et départementales pour obtenir des aides pour pouvoir former rapidement ces gens. Je pense que le port peut redonner un espoir pour les jeunesses, les générations à venir dans le Dunkerquois. À Dunkerque, on embauche. Donc c'est bien la preuve qu'il y a un futur qui peut se construire, à condition bien sûr que tous les responsables politiques dunkerquois soient sensibles à cet appel. Je crois qu'à Dunkerque, on a construit quelque chose qu'on nous envie dans beaucoup de ports, y compris d'ailleurs dans les ports belges. On a créé un partenariat avec aussi bien l'administration que les politiques, que les économiques, que les travailleurs, les salariés de toutes les entreprises. Il y a une motivation commune pour relever le défi qui sera la réussite du port de Dunkerque. Il y a la dynamique et l'organisation du travail qui font que la rentabilité est maintenant le point positif du port de Dunkerque. Le développement du port à conteneurs, qui est un plus formidable avec des investissements lourds. Et le troisième point, c'est la volonté du port de se développer, de développer son activité autour du port, c'est-à-dire chercher la marchandise loin à l'intérieur des terres. Je dirais, quand je dis des terres, je pense aussi bien à l'Allemagne que bien sûr la Belgique et ou le centre de la France. Toutes les conditions sont réunies pour que ce port aille encore plus loin, puisque nous sommes ambitieux, ce qui est tout à fait normal, pour le développement des entreprises, mais aussi de l'emploi qui va avec. Et donc, toutes ces conditions sont réunies pour que Dunkerque devienne vraiment, dans certains domaines, en particulier le conteneur et les marchandises diverses, un des ports majeurs du range Hambourg-Le Havre. On a l'ambition de devenir un grand port à conteneurs. C'est un sacré défi. Ça va demander beaucoup d'énergie commerciale, ça va demander beaucoup d'efforts de productivité, beaucoup d'efficacité, de fiabilité sur les terminaux. Et là, je crois qu'on a vraiment du pain sur la planche encore. Dans le futur, les grands bateaux qui font 320 mètres à peu près de long, ils pourront plus rentrer dans aucun port presque, sauf dans des ports comme le Nôtre et Rotterdam.
Alors là, on a un atout formidable, et déjà maintenant, des grosses compagnies comme Maersk et d'autres, eh bien, ils viennent à Dunkerque et ils se préparent à faire des installations à Dunkerque pour ça, à cause de ça. On est un des rares ports accessibles en eau profonde, c'est le plus formidable atout qu'on a par rapport à Anvers, même par rapport à Rotterdam. Il faut le jouer à fond. Alors, il y a des exigences, il faut de l'argent, de l'État, de la région, aussi de la communauté urbaine qui apporte son concours. Il faut de l'argent, mais c'est j'allais dire, la rançon de la réussite. Les résultats que nous avons en termes de progression de trafic sont plus qu'encourageants. Nous battons tous nos records d'activité, mais il faut qu'on arrive rapidement à 55 millions de tonnes. Et je suis sûr que nous en avons les moyens à l'horizon 2005-2006. Moi, je suis plutôt optimiste. J'ai envie que ça marche bien, et puis bon, c'est quand même bien parti depuis qu'ils ont rentré les premiers jeunes, quoi. C'est-à-dire nous, on était à 40 premiers, et après une autre flopée de jeunes. Ça motive assez quand même pour l'avenir. Hein. Mes espoirs au niveau du port de Dunkerque, je pense que c'est les espoirs de tous mes camarades, c'est de pouvoir vivre correctement avec un travail qui nous plaît. Et au niveau de Dunkerque, je pense que si on pouvait accroître un peu le travail, ce serait bien quelque chose de bien. Qu'on puisse encore embaucher, faire évoluer le port et continuer dans le modernisme. Qui était le directeur de DOC. La CSO-PMI mène des actions volontaires de formation qui permettent aux délégués d'être au fait des réalités économiques et de la gestion des entreprises. Elle participe également aux instances nationales à travers la Coordination nationale des travailleurs portuaires et assimilés pour l'avenir des ports français. Donc en 70, 80 heures par semaine quand je suis passé docker. Aujourd'hui, ce qui est important et ce qui est à construire au niveau de la conscience syndicale, c'est qu'il y ait une reconnaissance des compétences professionnelles à travers les formations et que ces acquis-là soient validés, soient reconnus, et qu'à partir de là, ils puissent exercer leur métier dans les ports, dans le port de Saint-Nazaire ou dans d'autres ports. Je crois que c'est un sujet fondamental en ce qui concerne les dockers, mais probablement pas exclusivement au niveau des dockers, mais au niveau de tous les métiers dans notre pays. Aujourd'hui, nous sommes tous acteurs économiques. On a pris conscience qu'on pouvait influer sur l'économie, et tout cela en sachant que le syndicat régit la paix sociale. Si la croissance internationale continue, et je le pense, la croissance internationale, ça génère du trafic international, du développement économique qui passe forcément par les ports. Je pense que nous sommes prêts à ces enjeux-là, et le combat des années 1990, vu à travers cette histoire de 10 ans, a été un combat tout à fait justifié. Eh bien, il fallait le mener. Ça a été difficile pour certains, je le reconnais. Ça a été exigeant pour beaucoup, mais aujourd'hui, je crois, quand on regarde, je pense qu'on a eu raison de faire ce tournant. On n'est pas au bout du parcours, mais on sent que les choses marchent. C'est bien. Je crois que 10 ans après, on peut faire un bilan positif de la réforme portuaire. La rupture syndicale a permis de faire une révolution dans les accords et de gagner peut-être des décennies par rapport à nos concurrents européens. Donc je crois que 10 ans après, on peut dire que dans notre malheur, ça a été une bonne réforme. Un accouchement, ça se fait dans la douleur, hein, parce qu'aujourd'hui, on a y compris des femmes déléguées, elles savent ce que c'est que donner la vie. Je pense que les travailleurs du port ont donné la vie à quelque chose qui va assurer l'avenir, comme je disais tout à l'heure, des générations futures dockers et de la région dunkerquoise. Là, j'ai un petit garçon d'1 an. Je pense qu'il sera docker aussi. Et mes petits-fils aussi, peut-être, j'espère.